Bonsoir, le 7-8, l'actu sur TV Fil 78, nouvelle édition ce 1er juillet. Voici les titres qui seront développés au cours de la prochaine demi-heure. La cour d'appel de Versailles rend sa décision dans le procès de Michael Kiri. Le jeune homme était rejugé pour s'être violemment interposé lors d'un contrôle d'identité mouvementé de sa femme portant le niqab il y a maintenant un an à Trappes. La Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques des Yvelines se dote d'une nouvelle responsable. Valérie Trauma est l'invitée de ce journal. Nous verrons ses priorités. Elle défend l'école publique, gratuite et laïque. Et puis, vous allez revivre ce huitième de finale du mondial de football au Brésil. La France est qualifiée pour le tour suivant. Nous avons suivi la rencontre face au Nigeria depuis un pub de voisins, le Bretonneux. Vous l'avez vu, il y avait de l'ambiance. Retour sur la victoire des Bleus ce soir. L'élection municipale de Louvciennes annulée, ainsi en a décidé le tribunal administratif de Versailles. Au lendemain de sa défaite face à l'UMP, Pierre-François Villard, André Van Holbeck, nouveau centre, avait déposé un recours. 15 voix séparent les deux hommes. Dans ce scrutin très serré, André Van Holbeck se plaignait d'avoir été accusé de censure dans des tracts qu'il estimait mensongers. La justice lui donne donc raison. Pierre-François Villard dispose, lui, d'un mois pour faire appel. Justice toujours et le verdict dans l'affaire Michael Kiri. L'homme s'était opposé au contrôle d'identité de sa femme portant le voile intégral. Il écope de 3 mois de prison avec sursis assorti de 1 000 € d'amende. Anthony Reich était cet après-midi à la cour d'appel de Versailles avec Patrick Jacques de Dixmude. Sa peine a finalement été confirmée. Comme en première instance, Michael Kiri a été condamné à 3 mois de prison avec sursis par la cour d'appel de Versailles. Le jeune homme, converti à l'islam à 16 ans, s'était violemment interposé au contrôle d'identité de sa femme, Cassandra Belin, portant le niqab en juillet 2013 à Trappes. Conforme aux réquisitions du parquet, cette condamnation est assortie d'une amende de 1 000 €, auquel s'ajoutent désormais 150 € que devra verser Michael Kiri aux 3 policiers ayant effectué ce contrôle d'identité. Cette décision intervient quelques heures après un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg, jugeant légitime l'interdiction de voile intégral en France, validant ainsi la loi du 11 octobre 2010. L'épouse de Michael Kiri, Cassandra Belin, condamnée elle à 1 mois de prison avec sursis pour avoir insulté ses policiers pendant le contrôle, sera rejugée le 22 octobre. Pour rappel, en juillet 2013, ce contrôle avait entraîné de violents affrontements entre forces de l'ordre et jeunes dans la ville. La France en quart de finale face à l'Allemagne. Si vous étiez avec nous hier en direct, vous avez vécu une bonne partie de l'ambiance sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Retour sur cette très belle soirée avec Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman. Une ambiance stressante, une tension palpable. Hier soir, dans ce pub de voisins, le Bretonneux, les supporters des Bleus s'inquiètent au fur et à mesure que les minutes s'égrènent. Dans ce huitième de finale de Coupe du Monde face au Nigeria, l'équipe de France ne rassure pas. C'était vraiment un match à élimination directe. Les premiers matchs, on savait qu'on avait le droit à une erreur. Donc on voyait les personnes qui discutaient, qui étaient un peu plus souriantes, joyeuses, etc. Donc non, là c'est vraiment bizarre. On voit bien qu'il y a une élimination à la fin du match. Donc ça peut se terminer là-dessus, mais ça ne se terminera pas là. Et en effet, les Bleus ne vont pas s'arrêter là. Après 34 nouvelles minutes étouffantes en seconde période, le milieu de terrain français Paul Pogba libère l'équipe de France d'un joli coup de tête. Les supporters peuvent respirer. En fin de match, les Bleus signent même un deuxième but. La France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde et affrontera l'Allemagne vendredi. Les supporters, eux, exultent et voient déjà l'équipe de France aller plus loin. Que du bonheur. Ah bah bientôt, oui, puis la finale bientôt. Hein. Et maintenant les Allemands et on va se les faire. Oh, c'est génial, c'est excellent. J'y croyais pas au début, mais là, on a eu du mal. On a eu beaucoup de mal. On va y aller. Prochain match des Bleus donc face à l'Allemagne ce vendredi 18 h. L'Allemagne qui a écarté l'Algérie hier soir également. Les supporters des Fennecs ont longtemps cru à l'exploit et après le parcours historique de leur équipe, ils étaient loin d'être accablés aujourd'hui. Quelques réactions recueillies par Anthony Reich et Elodie Moine.
L'Algérie a échoué aux portes d'un quart de finale de Coupe du Monde battu par les Allemands. Ce mardi matin, dans le quartier des Merisiers, Attrape rencontre avec quelques supporters satisfaits de l'épopée de leur équipe. Une qualification en 8e de finale, c'était une première pour les Fennecs. Franchement, ils ont bien joué avec eux. Ils ont fait 2-1, franchement, un bon match, quoi. Je ne suis pas déçu. C'est un bon match qu'on avait le plaisir de le regarder. Et puis, il faut toujours un perdant, un gagnant. J'ai trouvé très bien le match. Assez fier de... Ouais, c'est fier de l'équipe algérienne. Et l'Allemagne, elle a souffert. Je suis content du parcours de l'Algérie et ils ont bien travaillé, ils ont bien joué. Et les supporters de l'équipe d'Algérie tournent maintenant leur regard vers l'équipe de France qui jouera son quart de finale vendredi soir justement contre l'Allemagne. Oui, l'équipe de France, maintenant je supporte l'équipe de France. Je vis en France, je suis l'équipe de France et j'ai toujours vécu en France. Moi je vois 2-1, 2-0 pour la France. On va voir le match de vendredi prochain, là. Il y a la France avec l'Allemagne. On va voir faire la revanche contre comment ça se passe aussi, ouais. Mais je sais très bien que l'Allemagne, ils vont faire il y a 4-0 à la France. Ils jouent bien les Allemands. 1-0 pour la France. Ben oui, on vit ici. Bien sûr. Voilà. Merci monsieur. Et que bon, ils vont bien se défendre, l'équipe française. Ils ont une bonne équipe quand même. Rendez-vous vendredi à partir de 18h pour suivre l'équipe de France et peut-être voir des drapeaux tricolores sur les façades des immeubles. On quitte ce mondial de foot. Invité de ce journal à présent, Valérie Troma. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la nouvelle responsable de la FCPE des Yvelines, la Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques. Vous êtes vous-même d'ailleurs mère donc de famille, mais aussi enseignante, il me semble. Vous exercez aussi cette profession. Quel est votre parcours au sein de la FCPE? Par contre, ça a commencé 2006? Oui, avec l'entrée en maternelle de mon aîné. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour vous engager, vous? Alors au début, en fait, c'est comme tout parent, c'est le fait de vouloir mieux comprendre le fonctionnement de l'école. Et puis, donc j'ai adhéré en fait à la Fédération des conseils de parents d'élèves. Et on se rend compte que finalement l'école c'est un méandre avec des temps qui se juxtaposent les uns aux autres. Effectivement, plutôt, c'était en fait l'engagement, il vient de là, c'est d'aider de mieux comprendre et puis d'aider les parents à mieux comprendre. Du côté des parents, on comprend pas forcément, et c'est deux mondes avec celui des enseignants qui ont parfois du mal à communiquer. Vous vouliez simplifier peut-être un petit peu tout ça. C'est un mandat qui va durer 1 an. Vous êtes élu pour 1 année. Votre priorité, défendre l'école publique, laïque et gratuite. Alors expliquez-nous un petit peu ces axes. Alors au niveau de la FCPE, en fait, on est une fédération de conseils de parents. On se retrouve en tant que parents, en fait, et on porte les mêmes valeurs. Ce qui peut être différent avec des associations en fait, sur des écoles où effectivement les parents vont se retrouver, mais plus pour des gestions en fait, au niveau d'une école. Alors effectivement, nous, on s'intéresse au niveau de l'association. Je suis perdue. Au niveau de l'association, en fait, ce qui nous intéresse, en fait, c'est effectivement de se positionner sur la défense de l'école publique. Pour nous, en fait, c'est l'école à défendre. Aujourd'hui, on la sent particulièrement attaquée. Et si on défend cette école, c'est parce que c'est le lieu où tous les enfants en fait, se rencontrent, contrairement en fait, effectivement, aux écoles privées où les parents font le choix en fait, d'exclure les enfants en fait, et de ne pas les mettre au contact des enfants. En fait, Justement, suite à ces propos concernant les écoles publiques, les écoles privées, dans les nouvelles de Versailles récemment, vous disiez là où existent les écoles publiques, les écoles privées ne devraient pas avoir leur place. Ce qu'on n'a pas apprécié, le maire UMP d'Elancourt, il vous a interpellé via les réseaux sociaux, via Twitter, en vous demandant si vous vouliez rallumer la guerre scolaire. Votre réponse? Pas spécialement rallumer la guerre scolaire. En fait, j'ai du mal à comprendre la position des élus qui manifestent en fait un intérêt pour la réussite de tous les élèves et qui pour autant acceptent qu'on puisse avoir des écoles en fait réservées en fait à certains élèves. Alors que normalement, si on veut la réussite de tous, ça se passe bien à l'école publique où on met tous les enfants en fait ensemble. Mais après, chaque famille peut avoir le choix aussi, du moment que la famille a le choix. Je pense que si on veut vraiment construire une société idéale où tous les enfants s'épanouissent en fait ensemble, c'est bien en se rencontrant tous les uns les autres. Et effectivement, faire 2 mondes séparés, il n'y a pas d'intérêt. Parce qu'on constate aujourd'hui justement que les inscriptions régulièrement, rentrée après rentrée, augmentent dans ces écoles privées. Ça veut dire quoi? Que l'école publique échoue pour l'instant, ne répond pas aux attentes des parents? Pas spécialement. Je pense que c'est lié aussi à la crise de la société en général. Les parents mettent en fait une pression démesurée, je pense, pour la réussite scolaire des élèves. C'est pas forcément en fait l'axe, je pense, à choisir pour que les enfants s'épanouissent.
Et là, effectivement, je ne pense pas que l'école privée gagne tant de terrain que ça. J'ai pas les chiffres, je pourrais pas le vérifier. Mais c'est aussi une façon pour certaines familles qu'on rencontre sur le terrain de se dire que comme elles n'arrivent pas à éduquer les enfants, finalement, des fois, elles font aussi le choix de l'école privée en se disant, si du coup, vu qu'on n'y arrive pas là, peut-être que l'école privée y arrivera. Et côté FCPE, on n'est pas du tout sur cette position de se dire que c'est à l'école d'éduquer les enfants, en fait. C'est complémentaire. À la tête de la FCPE des Yvelines, vous succédez à Pierre Frodeau. Forcément, une nouvelle présidente arrive. Quels sont les rapports avec l'ancien président? Vous vous inscrivez dans la continuité? Vous voulez tout révolutionner? Comment ça se passe? Non, il n'y a pas du tout l'idée de tout révolutionner. On a un travail sur du long terme, avec des actions qui ont été engagées en fait, sur les précédents mandats. Donc on continue. On a transféré nos locaux pour pouvoir répondre à l'évolution en fait, au niveau de l'association où on avait besoin de locaux plus fonctionnels. Donc là, vous serez installé où? Là, en fait, on a déménagé nos locaux de Versailles sur Voisin-le-Bretonneux. Donc on est sur l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Nos priorités restent les mêmes. Là, actuellement, en fin d'année, c'est l'accompagnement des familles avec les problématiques d'orientation pour les collégiens et lycéens. Et puis, à moyen terme, effectivement, c'est d'organiser la rentrée sur l'ensemble des... On va parler de cette rentrée avec les rythmes scolaires qui se profilent. Il y aura forcément des interrogations et les parents vont sans doute vous solliciter. Aujourd'hui, la FCPE des Yvelines représente quoi? Combien d'adhérents vous avez? On a un peu plus de 3500 adhérents sur l'ensemble des Yvelines. Et c'est suffisant pour vous? Il faut progresser? Est-ce que c'est suffisant? On n'est pas une association de consommateurs, donc on peut pas, ça ne se mesure pas en fait en nombre d'adhérents. Ce qu'on constate en fait, c'est qu'on a beaucoup d'appels de parents un peu désorientés par rapport à, par exemple en ce moment c'est l'orientation, où effectivement ils ne maîtrisent pas forcément les codes ou la façon de remplir les dossiers et les enfants se retrouvent sans affectation ou avec des affectations qui n'étaient pas du tout désirées. Donc c'est vrai que notre force c'est le fait d'avoir en fait des salariés. On est une structure avec des salariés et c'est un point positif pour les parents qui trouvent finalement un appui pour être écoutés et pour être conseillés au quotidien. Alors, comment vous intervenez justement? Par exemple, ces familles que vous mentionnez qui ont des affectations pour leurs enfants qui ne conviennent pas, ils vous posent la question, qu'est-ce que je peux faire? Vous intervenez comment? Déjà, en fait, on prend l'ensemble des éléments au dossier pour comprendre en fait pourquoi on en est là en fait au moment où ils nous appellent. Et on a également des liens, on va dire privilégiés, mais il y a des instances sur lesquelles on siège, on rencontre régulièrement les intervenants au niveau de l'éducation. Et pareil, au niveau des services, le fait d'avoir la compétence, les parents sont passés par là. C'est ça l'intérêt aussi de la fédération, c'est qu'on mutualise nos expériences. Donc quand on arrive au niveau de l'école primaire, des parents des collèges et des lycées sont passés par là avant et donc nous forment et nous informent. Et c'est ça qui est important. Permanent entre les différents parents des différents niveaux scolaires. Alors quel rôle pour la FCPE? Qu'attendez-vous plus généralement d'un représentant de parents d'élèves? C'est notre question du jour, micro-trottoir, et puis vous pourrez répondre juste après. On va dire tout ce qui est travail scolaire et extrascolaire, la sécurité des enfants dans l'école. Et en dehors de l'école aussi? L'amélioration des cours déjà, le suivi, voir le suivi des enfants sérieusement, parce que je pense que l'éducation nationale a bien changé depuis quelques années. Ça sert à faire la liaison entre les parents et puis le corps enseignant et les enfants. C'est de défendre le droit des enfants, ce qu'ils ne peuvent pas dire, on va dire, à l'école, et ce qu'ils ont besoin de dire. Si on veut que ça marche un petit peu, si on veut que les parents s'investissent un petit peu dans l'éducation de leur enfant. Voilà, pour l'évolution de l'éducation nationale. Ça permet en fait de faire le lien entre l'école et les parents, parce que les parents sont malheureusement pas aussi disponibles pour venir chercher les enfants et permettre de voir les instituteurs ou les institutrices. Donc oui, ça crée le lien en fait. On a notamment entendu au cours de ce micro-trottoir améliorer les cours. C'est le rôle de la Fédération des parents d'élèves d'intervenir auprès des enseignants pour modifier les cours. Alors, où les gens se trompent un petit peu. Je pense qu'il manque peut-être des termes dans la phrase. Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est la quantité? Quantité, c'est sûr. Ce que l'on remonte régulièrement, c'est les problèmes de remplacement. Au niveau de la fédération, effectivement, je ne vais pas dire qu'on les pointe régulièrement, mais on se rend compte qu'effectivement, il y a un vrai problème aujourd'hui et que finalement, un enfant qui arrive au niveau de la terminale, il n'a pas du tout le nombre d'heures d'enseignement qui était prévu sur le papier. Donc là, sur ce domaine-là, vous pouvez intervenir? Oui, on intervient systématiquement, déjà au niveau des collèges et des lycées, au niveau des réunions des conseils d'administration. Et pareil, au niveau du primaire, c'est pas une surprise, mais il y a eu beaucoup de problèmes de remplacement sur certaines circonscriptions. Et effectivement, le fait d'avoir une vision
élargie et pas seulement sur une école, ça nous permet de prendre conscience des difficultés sur le terrain et d'en discuter directement avec les inspecteurs. Donc c'est aussi un plus. Les liens avec l'éducation nationale se passent bien, il faut encore les renforcer. Vous arrivez à avoir des discussions facilement? On discute. Alors facilement, ça dépend des sujets. Mais non, on discute, c'est des liens plutôt ouverts. En fait, c'est vrai que je pense que tout le monde gagne à se connaître et on prend le temps des discussions quand il faut les prendre. J'ai pas l'impression que ce soit fermé du tout. Vous avez le sentiment que la FCPE aujourd'hui a un poids? Est-ce qu'on est un poids enfin, on a un poids. Est-ce qu'on est toujours écouté? Pas forcément. Et puis c'est vrai que des fois on a tendance à être un petit peu, on va pas dire, au niveau des, des fois on devance un petit peu trop en fait les difficultés. Et là par exemple c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les rythmes scolaires, où effectivement au niveau de la fédération on est plutôt à les soutenir, parce que ça fait 30 ans qu'on le dit, en fait les rythmes ne sont pas adaptés aux enfants. Ça n'a pas forcément été bien compris par les parents sur le terrain. Et nous, notre travail durant l'année qui est passée et l'année à venir aussi, c'est tout ce travail de désinformation, puisque des fois on s'arrête juste sur des modes de fonctionnement et on a du mal à voir en fait ce que ça pourrait être autrement. Aujourd'hui, ce qui s'est mis en place, parce que les rythmes scolaires vont être appliqués à la rentrée, même dans les communes où les maires ne le souhaitaient pas. En revanche, ce qui va changer, ce sont les TAP et les activités qui seront proposées sur les enfants dans les primaires, puisque ça concerne les classes de primaire. Aujourd'hui, vous pouvez intervenir, vous pouvez dire, là, dans cette ville-là, c'est pas suffisant, les parents sont déçus parce que leurs enfants ne peuvent pas faire d'activités suffisamment enrichissantes, ce qui n'est pas le cas dans d'autres communes. La FCPE a un rôle à jouer, là? Alors, oui, on a un rôle à jouer. Je corrige juste, en fait, les nouveaux temps, ça concerne également les maternelles. Les maternelles également, oui. Je pensais pas sur le collège-lycée, c'est pour ça. Mais effectivement, ça concerne aussi les maternelles. Maternelles et élémentaires. Oui, en fait, alors déjà, au niveau de l'association, on fonctionne avec différents échelons. Au niveau local, au niveau de la ville, effectivement, les conseils locaux, on fait partie des comités de pilotage et des comités techniques qui ont été mis en place par les communes, ou parfois aussi par les inspecteurs lorsque les communes n'ont pas voulu jouer le jeu. Et oui, là, il y a un rôle à jouer en fait en tant que représentant, puisque c'est de montrer effectivement l'intérêt et de partager le regard que chacun a en fait sur les temps scolaires et périscolaires, qui ne va pas être le même d'un point de vue de l'élu, d'un point de vue des enseignants et d'un point de vue des parents, et y compris d'un point de vue des animateurs qui participent sur ces temps. Donc oui, ça joue un poids, et effectivement ça a permis aussi d'avoir un certain arbitrage et de faire entendre la voix des parents. Au niveau l'échelon en fait au-dessus, au niveau départemental aussi, puisqu'il y a des temps où on rencontre aussi des élus, et c'est aussi une façon de dialoguer et de prendre du recul et de faire avancer les choses. Au-delà de ces rythmes scolaires qui concentrent une bonne partie de l'actualité autour de l'éducation, il y a aussi l'ABCD de l'égalité, ces enseignements qui devaient être dispensés, qui seront finalement supprimés. Il y aura une mallette pédagogique, enfin tout n'a pas été encore très très clair là-dessus. Quel regard vous avez ? Alors, sincèrement, là, au niveau du 78, enfin des Yvelines, c'est vrai qu'on est passé par une année très difficile par rapport à cette problématique problématiques, non, c'est pas un problème. L'ABCD de l'égalité n'a pas été expérimenté sur le territoire. Et pourtant, il y a eu des inquiétudes avec cette théorie du genre qui revenait déterminer garçons-filles, des parents qui ne mettaient pas leurs enfants pour contester alors qu'il n'y avait pas encore de test, ne serait-ce que dans le département. Effectivement, ça rejoignait la problématique du mariage homosexuel. Enfin, tout s'est beaucoup mélangé autour de ça. Tout à fait. Alors qu'à l'origine, c'est vraiment en fait de restaurer l'égalité filles-garçons. Aujourd'hui, je pense que c'est un petit peu marche arrière. Enfin, c'est une marche arrière, un petit peu comme les rythmes en fait, où on a senti qu'effectivement, avec cet assouplissement, pour nous, ça pouvait paraître être une marche arrière. Comme s'il y avait effectivement l'idée qui était lancée. Et vous le regrettez ? Vous auriez préféré que ce soit affirmé, que ce soit plus clair et qu'on avance ? C'était plus simple en fait, tel que c'était posé dès le départ. Une dernière question, votre chantier principal pour ce mandat, pour cette année de mandat ? Continuer à former les parents, informer et désinformer effectivement par rapport à toutes les informations contradictoires que peuvent sur recevoir les parents. Rumeurs par rapport au sujet dont on parlait justement. Voilà. Merci Valérie Troma, nouvelle présidente de la FCPE des Yvelines, présente ce soir dans le 7-8 L'Actu. Après l'éducation de la petite enfance et les places en crèche qui restent difficiles à trouver pour les parents, les entreprises maintenant se saisissent du problème. Elles ont décidé de créer leur propre structure et cela profite d'ailleurs à tout le monde. Claire Cambier et Juliette Pousson pour ce reportage.
Une nouvelle crèche a ouvert ses portes à Bois d'Arcy le 5 mai dernier. Ce matin, on fêtait l'inauguration officielle. Pour la ville, il s'agit d'un appel d'air, 40 places supplémentaires pour un coût minime. La construction a été prise en charge par l'entreprise de crèche, la Maison Bleue, et le coût de fonctionnement est réduit, car dans cette crèche privée, la moitié des places est réservée à la municipalité, l'autre aux entreprises. Pour le fonctionnement, comme une bonne partie des places sont commercialisées auprès d'entreprises qui payent les places pour leurs salariés, en fait, la ville ne paye qu'une partie du fonctionnement. Les familles bénéficient de tarifs CAF identiques à ceux d'une crèche municipale. Pour le moment, la crèche Les Mini-Pousses s'occupe de 22 enfants, mais elle devrait afficher complet dès la rentrée prochaine, car les places manquent dans le département. Dans le département, on a donc 14 800 places réparties sur 378 établissements. Donc c'est un beau chiffre, mais c'est quand même, je pense, insuffisant. La particularité des crèches de la Maison Bleue est de s'appuyer sur une pédagogie dite du respect. On y favorise l'autonomie en s'adaptant au rythme de l'enfant et on attache une attention particulière aux repères. L'enfant a une référente qui s'occupe de lui, qui lui prodigue tous les soins dont il a besoin et c'est toujours la même en fait. Voilà, et donc en fait on met en place ce système de référence avec toute l'importance des repères en fait, avec des choses qui l'enfant mange toujours à la même place, toujours avec la même personne, dort toujours au même endroit. Voilà, il y a des choses comme ça qui se répètent tous les jours et qui créent en fait une sécurité affective chez l'enfant. Dans les Yvelines, on compte aujourd'hui une vingtaine de crèches de la Maison Bleue. La maison d'édition Rue du Monde relance l'opération Été des bouquins solidaires. Depuis 10 ans, entre la mi-juin et la mi-août, dès que 2 livres de l'opération sont vendus, un ouvrage est offert à un enfant dit oublié des vacances. Ouvrage offert lors d'une journée d'évasion à la mer organisée par le Secours populaire. Et vous voyez défiler les couvertures des livres sélectionnés cette année. 2 achetés, le 3e offert. Pour ces enfants défavorisés, c'est très simple. En une décennie d'existence, 100 000 enfants ont ainsi déjà reçu un livre grâce à cette Été des bouquins solidaires mené par Rue du Monde, maison d'édition basée à Voisins-le-Bretonneux. La RD10 entre Saint-Cyr-l'École et Versailles, ce sont 25 000 véhicules quotidiennement. Et ce dimanche, le temps d'une après-midi, pas une seule voiture sur le bitume, mais des rollers, des vélos et des piétons. Une expérience peu commune proposée par la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc, baptisée la Grande Déambulation. Catherine Zolato pour les commentaires, Élodie Moine pour les images. Une RD10 vide de voitures, l'image est rare et pour cause, la route qui relie Saint-Cyr-l'École à Versailles est souvent très fréquentée. Mais le temps d'une journée, ce dimanche, les vélos et les piétons ont eu le droit de déambuler. Ouais, ce sont des moments privilégiés, sympathiques. C'est vrai de fermer un dimanche fermois, un peu comme ce qui se fait à Paris en fait, les mois d'été, quoi. C'est vrai qu'avoir les voies sur berge de fermer, ça permet de bien profiter des vues de Paris. Et puis là, ça serait bien que ce soit pareil, quoi. C'était formidable, j'ai jamais vu la RD10 vide comme ça et réservée aux piétons. Donc on en a bien profité. On habite en plus dans Versailles et on a les voitures qui nous défilent tout le temps dans la rue. Et là, il n'y avait personne. Non, c'était parfait. Ça fait du bien quand même de ne pas avoir de voiture ici et pouvoir faire du vélo. Et même sur une route sans voiture, on n'oublie pas la sécurité. Ici, il est question de prévention, mais de prévention à vélo. Un atelier était réservé aux plus jeunes pour apprendre à bien manier leurs 2 roues. Une 50aine d'enfants a participé et son responsable apprécie aussi le moment. Oui, ça fait du bien, bien sûr, de voir un dimanche après-midi sans voiture. C'est agréable, bien sûr. Agréable, certes, mais fermer une route à forte circulation, cela demande une certaine organisation. Pour la communauté d'agglomération de Versailles-Grand Parc, l'idée a germé il y a 2 ans. Il a fallu 1 an pour concrétiser l'opération. Une fois par an, c'est possible. Plus souvent, comme à Paris, compliqué. Bloquer Versailles, c'est une ville très compliquée en circulation. Donc je pense que c'est pas très jouable toutes les semaines. Mais une fois par an, c'est un beau défi qu'on peut relever, oui. Une première opération qui sera donc reconduite. Environ 5000 personnes ont arpenté dimanche le bitume versaillais. Merci de nous avoir suivis sur TV Fil 78. Le journal revient demain, mercredi, aux mêmes heures. Et je vous retrouve aussi ce mardi soir pour la dernière édition du 7-8 politique de la saison avec Valérie Pécresse, Christine Boutin, mais aussi l'un des responsables locaux du Parti radical qui vient de désigner Laurent Hénart à sa tête face à Ramayad. Excellente soirée.